Vous venez de vous séparer ou vous entamez une procédure de divorce. Vous avez des enfants, vous vous inquiétez pour eux, pour leur avenir. La séparation n'est pas évidente et vous voulez saisir un juge. Pas d'inquiétude. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 5 choses à savoir en matière de séparation et de garde d'enfants pour que vous puissiez saisir un juge en toute sérénité. Salut à tous, je suis Guillaume, avocat et enseignant, fondateur de e-droit, votre plateforme de services juridiques en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 choses à savoir sur la garde d'enfants après une séparation. Il existe 3 modalités de garde différentes. La garde alternée, comme son nom l'indique, elle consiste à avoir un temps identique entre chaque parent. Un premier parent a l'enfant ou les enfants une semaine A, tandis que l'autre la semaine B. Dans ce mode de garde, les parents qui sont en accord peuvent décider du jour de roulement, soit le lundi à la sortie des classes ou bien le vendredi. À noter pour la résidence alternée qu'aujourd'hui, elle est devenue la règle et si vous ne voulez pas mettre en place ce mode de résidence, le parent qui refuse ce mode de résidence va devoir démontrer en quoi il n'est pas adapté à l'enfant. La garde fixe, c'était le mode de résidence traditionnel, c'est-à-dire que l'enfant va résider chez un des parents de manière exclusive et l'autre parent pourra bénéficier classiquement d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Troisième modalité de garde, la résidence élargie. Cette garde élargie en fait est un mixte entre la résidence alternée et la garde fixe. En effet, elle consiste à rajouter des jours supplémentaires aux parents qui disposent du droit de visite et d'hébergement, mais pas de la résidence. Par exemple, en plus d'un week-end sur 2 des vacances scolaires, l'autre parent pourra bénéficier du mercredi de la semaine suivante, là où il n'a pas en général les enfants. Bien évidemment, j'ai pris le mercredi comme exemple, mais ça peut être n'importe quel autre jour de la semaine, voire 1, 2, 3 jours. Il est important de se déterminer sur la modalité de garde, puisque c'est cette dernière qui va décider notamment de la pension alimentaire et de la fiscalité liée à l'enfant ainsi que les frais. Vous devrez vous poser des questions sur votre capacité à assumer les enfants. Être disponible pour les trajets à l'école, les devoirs, les repas, le souper, le coucher, en clair, pouvoir les assumer au quotidien. Si vous avez peur de perdre la garde de votre enfant, mettez en avant votre disponibilité, votre capacité d'accueil et votre capacité à vous assumer financièrement. Ce seront là des points essentiels devant le magistrat qu'il faudra tenir. Vous connaissez bien évidemment ce terme. Vous l'avez entendu dans le quotidien par des amis à vous ou des connaissances. Juridiquement, il est impropre et vous l'entendrez par ce terme contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Mais le terme pension alimentaire est resté dans les usages. La pension alimentaire est une contribution financière accordée par le juge ou proposée spontanément par l'autre parent afin de contribuer aux charges liées à la résidence de l'enfant. Avec les modalités de garde, c'est majoritairement la principale source de conflit en matière de séparation et de droits de l'enfant. Vous pouvez facilement l'évaluer si vous connaissez les ressources de l'autre parent et les vôtres bien évidemment. Pour l'évaluer, il y a plusieurs méthodes, je vais vous en détailler 3. Première méthode, vous devez calculer votre reste à vivre ainsi que celui de l'autre parent. Ce reste à vivre est déterminé par vos revenus auxquels on va soustraire les charges de la vie courante. Une fois qu'on aura votre reste à vivre ainsi que celui de l'autre parent, le juge pourra se déterminer en fixant une pension. Vous avez un revenu de 1 400 € mensuel. Vous avez un loyer de 600 €. Vous dépensez 300 € pour les courses. Vos différents abonnements, eau, gaz, électricité, internet, vous coûtent environ 250 € par mois. Votre reste à vivre sera alors de 250 €. La deuxième méthode, c'est la plus simple et pourtant c'est la moins retenue puisqu'elle n'est pas vraiment révélatrice de la situation des parents. C'est l'application d'un pourcentage sur le salaire que gagne le parent. Généralement entre 10 et 20%. Par exemple, votre revenu est toujours de 1 400 €, alors vous devrez avec cette méthode verser entre 140 et 280 € de pension pour votre enfant et par enfant. Troisième méthode, c'est la plus controversée. Il s'agit d'une grille référentielle établie par les pouvoirs publics. Controversée parce que la Cour de cassation a refusé d'appliquer strictement ce barème. Il doit être utilisé uniquement à titre indicatif par les magistrats qui ne peuvent se fonder exclusivement sur cette grille tarifaire. Vous l'avez compris, la détermination de la pension alimentaire n'est pas aussi simple que ça et chaque magistrat a sa préférence de méthode. Par expérience, je peux vous dire que la plupart des magistrats se fondent en mixant les différentes méthodes afin de déterminer une pension alimentaire la plus juste possible. Ainsi, si vous voulez avoir une idée de ce que pourrait être votre pension alimentaire, faites vos calculs, vous avez les méthodes. Dernière précision, il est possible, en garde alternée, de solliciter quand même une pension alimentaire s'il existe une très grande disparité de revenus entre les parents. Bien naturellement, dans ces cas-là, le juge qui va allouer cette pension tiendra compte de la garde alimentaire pour diminuer le montant de cette pension. Ce terme regroupe la prise en charge de tous les frais liés à l'enfant, à savoir les frais scolaires, tout ce qui est lié aux études, les frais extrascolaires, les activités, les loisirs, la musique, les activités sportives et les frais médicaux bien entendu. Par principe,
ils sont pris en charge par moitié par les deux parents. Cependant, ils sont souvent l'enjeu de débat devant le magistrat. En effet, lorsque l'enfant est inscrit en école privée ou pratique une activité sportive onéreuse, bien souvent l'un des deux parents veut essayer de ne pas payer ses frais. Il est donc possible de solliciter de la part du magistrat une absence de prise en charge ou une prise en charge totale par l'autre parent. Il en est de même pour les frais liés au transport de l'enfant pendant l'exercice des modalités de garde. On voit bien, par exemple, lorsqu'un des parents doit aller chercher l'enfant le week-end, si la distance est éloignée, on peut solliciter de la part du juge cette prise en charge par l'autre parent. Cette prise en charge peut être les frais de péage, les frais d'essence, voire même un billet de train. C'est donc primordial de préparer son dossier devant le magistrat afin de solliciter cette prise en charge totale ou partielle. Le magistrat s'intéressera alors à des critères financiers, comme la méthode du reste à vivre, mais également à des éléments subjectifs sur le comportement des parents et inhérents à chaque parent. De par la subjectivité de ces critères, le recours à un avocat est parfois essentiel. Je vous rassure, je ne vais pas vous aider à remplir votre fiche d'imposition. Pourtant, la fiscalité est un élément essentiel à prendre en compte et à appréhender dans le cadre d'une procédure concernant une garde d'enfant. Le parent qui dispose de la résidence de l'enfant pourra déclarer sur sa feuille d'imposition une demi-part. Il n'y a aucune difficulté lorsqu'on est dans le cadre d'une résidence fixe ou élargie. En revanche, dans le cadre d'une résidence alternée, ça peut être un peu plus chaotique. Ainsi, lors d'une garde alternée, les parents devront choisir lequel d'entre eux va opter pour la demi-part sur leur déclaration. Lorsqu'il y a plusieurs enfants, il n'y a pas vraiment de difficulté, chacun des parents prend un enfant sur sa déclaration. Ainsi, lorsqu'il n'y a qu'un enfant ou qu'on est dans le cadre d'un nombre impair de fratries, l'usage veut que l'on alterne une année sur l'autre les déclarations. Autre point important en matière de fiscalité, la pension alimentaire. Celui qui la paye peut l'exonérer sur sa feuille d'imposition. Celui qui la reçoit, naturellement, doit la déclarer dans la case revenus. Enfin, c'est le parent qui a la résidence de l'enfant pourra bénéficier des aides liées à l'enfant. Allocation familiale, CAF ou le supplément familial pour les fonctionnaires. On ne pouvait pas clôturer cette vidéo sans parler, sans s'intéresser à la parole de l'enfant. En effet, la loi prévoit que votre enfant peut être entendu sur votre demande ou si votre enfant en fait la demande. Il faut qu'il soit en âge de discernement. Il n'y a pas vraiment d'âge prédéterminé. En revanche, la jurisprudence estime qu'à partir de 12 ans, l'âge de raison est acquis pour l'enfant. En dessous, il faudra démontrer qu'il est en état de discernement. Cet élément est important car les juges accordent souvent le bénéfice de la garde aux parents qui aient les faveurs de l'enfant non instrumentalisés, c'est-à-dire dont la parole est libre. Vous connaissez maintenant les 5 choses les plus importantes à savoir sur la garde d'enfants lors d'une séparation. Pour approfondir le sujet, je vous invite à lire les articles que j'ai rédigés sur mon blog, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire ou sur mon site tatouex.fr. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Alors je vous dis à très vite.